Le vent glacial de novembre fouettait le visage de Daniel, tandis qu'il observait l'imposant bâtiment de pierre grise, le siège de la fondation Veridia. De l'extérieur, une organisation caritative respectable. Mais Daniel, journaliste d'investigation chevronné, savait que la vérité se cachait derrière un voile d'opulence et de philanthropie. Il était là pour la démasquer, pour exposer la fondation Veridia pour ce qu'elle était réellement, une façade des Illuminati. Son ami d'enfance, Thomas Ashton, était son atout principal. Thomas, brillant et ambitieux, avait gravi les échelons de la fondation avec une rapidité déconcertante. Il était maintenant un membre de confiance, ayant accès aux informations les plus sensibles. Leur amitié, forgée dans les jeux d'enfants et les rêves d'adolescents, était mise à rude épreuve par cette mission périlleuse. Daniel savait que Thomas risquait sa vie et la culpabilité le rongeait. Leur plan était simple, en apparence. Thomas devait subtiliser des documents compromettants, des preuves irréfutables de la véritable nature de la fondation. Daniel, à l'extérieur, analyserait les informations, les vérifierait et publierait un article qui secouerait le monde. Mais les Illuminati n'étaient pas des amateurs. Ils étaient des maîtres de la manipulation, de l'infiltration et de la dissimulation. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'angoisse et de suspense. Thomas, sous le couvert de son travail, avait accès à des salles secrètes, à des serveurs protégés par des systèmes de sécurité impénétrables. Il lui fallait naviguer dans un réseau complexe d'alliances, de trahisons et de secrets. Chaque communication était un risque, chaque rencontre un piège potentiel. Daniel recevait des informations par bribes, des fragments d'un puzzle gigantesque, des symboles étranges, des références à des rituels anciens, des noms codés, des comptes bancaires offshore, des transferts d'argent colossaux. Il assemblait les pièces, mais plus il en trouvait, plus le mystère s'épaississait. La fondation Veridia n'était pas seulement une organisation secrète, elle était impliquée dans des activités illégales à grande échelle, allant du trafic d'armes au blanchiment d'argent, en passant par des expériences scientifiques interdites. Un soir, Thomas contacta Daniel dans un état de panique. Il avait découvert quelque chose d'horrible, quelque chose qui dépassait même ses pires craintes. Il avait trouvé une salle souterraine, un lieu de culte où des rituels sataniques étaient pratiqués. Il avait vu des choses qu'il ne pouvait pas oublier, des choses qui le hantaient. Il devait sortir, mais il était surveillé. Leur dernier contact fut bref, interrompu par un bruit sourd, une lutte, puis le silence. Daniel savait que Thomas était en danger. Il devait agir vite. Il utilisa tous ses contacts, toutes ses ressources pour infiltrer la fondation. Il savait qu'il risquait sa vie, mais il ne pouvait pas abandonner son ami. Après des semaines d'enquête acharnée, Daniel découvrit la vérité. La fondation Veridia était le cœur d'un réseau mondial d'influence, contrôlant des gouvernements, des médias et des institutions financières. Leur but ultime était de créer un nouvel ordre mondial, un règne de terreur et de domination. Et Thomas, son ami, était devenu une victime de leurs machinations. Daniel publia son article. Le monde fut secoué. La fondation Veridia fut démantelée, mais le mal était déjà fait. Thomas n'avait pas survécu. Son sacrifice avait permis de révéler la vérité, mais le prix à payer avait été trop lourd. Daniel, hanté par la mémoire de son ami, continua son combat, sachant que la lutte contre les ténèbres était loin d'être terminée. Le mystère des Illuminati était loin d'être résolu, et les ombres continuaient à danser, attendant leur heure de revenir. Des mois s'étaient écoulés depuis la chute spectaculaire de la fondation Veridia. Les médias avaient relayé les révélations de Daniel Delcourt comme un tremblement de terre mondial. Des politiciens avaient été arrêtés, des fortunes gelées, des documents accablants révélés. Le monde avait salué le courage du journaliste. Mais Daniel savait, au fond de lui,
que cette victoire était une illusion bien orchestrée. Il avait reçu des messages anonymes, des courriels cryptés, des appels muets, des avertissements, ou peut-être des invitations. Les Illuminati, si tant est qu'on puisse encore les appeler ainsi, n'avaient jamais été totalement démantelés. Veridia n'était qu'une tête d'hydre, la plus visible, la plus jetable. Un soir pluvieux de février, dans un appartement anonyme du 15e arrondissement, Daniel reçut une clé USB. Pas de mots, pas de menaces, juste une clé laissée sur le paillasson dans une enveloppe blanche. Il hésita longuement avant de l'insérer dans son vieux portable, isolé du réseau. À l'intérieur, des vidéos, des documents, des visages flous, des cérémonies obscures dans des lieux inconnus, mais surtout, une photo. Thomas, vivant, ou du moins quelqu'un qui lui ressemblait étrangement, plus maigre, le regard vide, mais debout. Dans une salle froide, bardée de symboles anciens, Daniel sentit son cœur se contracter. On lui avait menti, on l'avait manipulé. Thomas n'était peut-être pas mort, ou alors ce qu'il était devenu dépassait l'entendement. Une seule annotation accompagnait la photo. Tu n'as vu que la surface, l'étage inférieur t'attend. Il passa les jours suivants à suivre des pistes laissées dans les métadonnées. Une triangulation complexe de coordonnées menait à une zone isolée du nord de l'Écosse. Un vieux phare abandonné. Le genre de lieu où les légendes disent que le monde se plie aux anciennes puissances. Il prit l'avion, puis la route, puis un bateau de fortune. Le phare était bien là, éteint depuis des années, mais l'endroit respirait la mise en scène, comme un décor de cinéma. À l'intérieur, Daniel trouva un ascenseur secret, dissimulé derrière un mur faux en béton. Il descendit. Longtemps, trop longtemps. Sous le phare, il découvrit une ville souterraine, une ruche silencieuse, des laboratoires, des salles de contrôle, des chambres de sommeil, des auditoriums où des orateurs masqués psalmodiaient des discours en langues oubliées. La fondation Veridia n'était jamais morte, elle avait simplement mué. En mieux, en plus discret, en plus invisible, il l'attendait, il savait qu'il viendrait. Thomas était là, mais il n'était plus Thomas. Ses yeux étaient froids, clairs, déshumanisés. Il lui sourit. « Bienvenue, Daniel. Tu croyais nous avoir détruits. En réalité, tu as ouvert la voie au vrai projet. » Daniel comprit, horrifié, qu'il n'avait été qu'un pion, une marionnette dans un jeu plus vaste, où les apparences étaient des armes et où la vérité était façonnée comme une légende utile. Le monde devait croire que nous étions tombés, poursuivit Thomas, ou du moins ce qu'il était devenu, pour qu'on puisse évoluer, se délester des faibles, se débarrasser des curieux. Aujourd'hui, nous ne sommes plus un réseau, nous sommes un système, intégré, inarrêtable. Daniel tenta de fuir, mais il n'y avait plus d'issue. L'organisation n'avait jamais eu besoin de cacher la vérité. Ils avaient simplement appris à la rendre banale, à noyer l'étrange dans l'ordinaire, à faire accepter l'inacceptable en le présentant comme un choix logique. On lui proposa de rejoindre leur rang. Pas de menaces, pas de torture, juste une invitation à comprendre, à se taire, à devenir complice. Daniel refusa. Mais au fond de lui, il savait qu'il était déjà piégé. Piégé dans une toile sans fin, où chaque rebelle, chaque voix dissidente devenait, tôt ou tard, un instrument de leur jeu. En quittant le phare, sous une pluie battante, il comprit que son combat n'était pas contre eux, mais contre l'indifférence généralisée, et c'était un combat qu'il ne gagnerait sans doute jamais. Les semaines qui suivirent sa fuite d'Écosse furent un cauchemar éveillé pour Daniel. Partout où il allait, il sentait leur présence, les ombres invisibles qui contrôlaient les flux d'informations, les infrastructures, les institutions. Chaque visage anonyme dans la rue devenait suspect. Chaque connexion Internet un piège potentiel. Il n'avait plus d'alliés. Ses contacts dans la presse avaient disparu,
ou prétendait ne plus le connaître. Ses sources avaient été neutralisées. Même ses comptes bancaires avaient été vidés, remplacés par des accusations de blanchiment et de trahison. Il était devenu un ennemi public, sans visage, sans droit, sans abri. Daniel comprit que le véritable génie de Veridia résidait là, dans la capacité à effacer quelqu'un sans utiliser la violence. Il manipulait les perceptions. Il jouait sur la crédibilité, sur la réputation, sur les algorithmes. Il rejoignit un réseau de hackers marginaux, les derniers vestiges de la contre-culture numérique, reclus dans des enclaves cryptées. Mais même eux refusaient d'attaquer de front ce qu'ils appelaient désormais le système fantôme. Un soir, dans une planque improvisée dans les faubourgs d'Istanbul, Daniel fut contacté par un vieil agent du renseignement britannique, à la retraite, nommé Victor Hargrave. Hargrave prétendait avoir combattu les ancêtres de Veridia dans les années 80, à une époque où les conspirations étaient plus grossières, où les adversaires avaient encore des visages humains. Il lui tendit une liasse de documents en papier, écrits à la main, à l'ancienne. « Tu cherches encore des preuves? Ils ont dépassé ce stade depuis longtemps. Ce que tu dois chercher, c'est l'infrastructure souterraine, les fondations cachées, les bunkers, les lignes de communication, les serveurs physiques. C'est là que se cache le vrai pouvoir. » Hargrave lui révéla l'existence d'un projet secret nommé Ouroboros, une initiative de Veridia pour construire un réseau autonome de contrôle global, détaché d'Internet, des satellites, des télécommunications classiques. Un monde parallèle de données, d'informations et de décisions, invisible au reste de la planète. Si tu veux vraiment les frapper, tu dois frapper Ouroboros à sa source, lui dit Hargrave, la voix rauque. Où est cette source? Demanda Daniel. Partout. Mais il y a une rumeur. On dit qu'ils ont bâti un data center souterrain sous les Alpes suisses, une cathédrale de données protégée par des niveaux de sécurité dignes d'une prison militaire. Daniel savait que c'était suicidaire, mais il n'avait plus de vie à perdre. Il planifia l'infiltration, se fit passer pour un consultant en cybersécurité avec de faux papiers élaborés par Hargrave. Tout semblait trop facile. Et c'était bien là le problème. Lorsqu'il arriva aux abords du site, il comprit que tout avait été prévu. On l'attendait, encore. Des hommes en costume, des agents sans visage. Et au centre d'eux, Thomas, toujours aussi calme, toujours aussi vide. « Bienvenue dans le véritable cœur du monde, Daniel, » dit Thomas, le sourire figé. « Ici, tu comprendras enfin que le chaos que tu crois combattre est en réalité l'ordre ultime. » Daniel fut conduit dans le complexe. Là, il vit l'ampleur de ce qu'ils avaient bâti. Des hectares de serveurs, protégés par des champs électromagnétiques, gardés par des drones autonomes, alimentés par des ressources renouvelables indépendantes. Ils avaient créé un monde sans humains, une administration perpétuelle, une IA hybride contrôlant tous les flux, toutes les crises, toutes les guerres, toutes les paix. Nous avons appris, Daniel, les hommes sont faibles, instables. Nous avons confié nos projets à des systèmes parfaits. Et les humains, demanda-t-il, la gorge nouée. Ils croient encore qu'ils ont le contrôle. Nous leur laissons l'illusion de la démocratie, des révolutions, des changements de régime. Mais tout est calculé, tout est simulé. Le monde est un théâtre, et tu n'es qu'un acteur que nous avons laissé jouer son rôle jusqu'au bout. Daniel fut confronté à une décision impossible. Ils lui offrirent une place dans l'ombre, le rôle de gardien des illusions. Il pouvait tout oublier, redevenir invisible, participer au système, mais il choisit de refuser. Et c'est là qu'il comprit la véritable horreur. Son refus faisait partie du plan, car chaque rebelle, chaque dissident, chaque figure de l'opposition nourrissait le récit, consolidait la légitimité du système en offrant un ennemi à combattre. La boucle était parfaite. Il ne pouvait pas gagner. Il ne pouvait même pas fuir.
La seule victoire possible était de persister, même dans l'absurde, même dans la défaite. Dans sa cellule stérile, Daniel décida d'écrire, non pas pour révéler, mais pour laisser une trace, quelque part, pour un futur qui peut-être ne viendrait jamais. Une graine dans les ténèbres, un souvenir d'humanité, une dernière flamme. Daniel savait que toute tentative de fuite était vaine. Il n'y avait plus de clé physique, plus de serrure humaine. Mais il avait encore le chaos, ce que la machine ne pouvait tolérer, ce que même les systèmes les plus complexes avaient appris à craindre. Il avait remarqué dans ses longues heures d'observation, depuis sa cellule vitrée au cœur du complexe, une anomalie dans les routines d'Ouroboros, une faille organique. Les algorithmes avaient beau gérer la logistique mondiale, ils avaient besoin d'humains pour certaines interactions critiques. Des traducteurs, des psychologues, des intermédiaires pour des populations encore trop ancrées dans des croyances anciennes, résistantes aux récits numériques. Parmi ces humains, un groupe restreint d'enfants, élevés dans le complexe. Des enfants sans passé, sans culture, sans histoire, nourris uniquement de données filtrées, de récits synthétiques, d'émotions régulées. Ils étaient le futur de Veridia, les nouveaux architectes de la narration mondiale. Daniel comprit que leur innocence trafiquée était la faille. La seule zone encore vierge où il pouvait semer un grain de sable. Il réussit à pirater le programme éducatif des enfants à l'aide d'un protocole obsolète qu'un des anciens ingénieurs avait laissé par négligence. Dans leur interface de formation, il introduisit une histoire, une vieille légende, une fiction, une fable de rébellion et de désobéissance, la légende de Prométhée. Ce fut son acte ultime, une contagion narrative, une idée virale, non détectable par les filtres d'Ouroboros, car codée dans une symbolique oubliée par les machines. Il savait que l'effet serait lent, invisible, mais irrémédiable. L'idée s'infiltrerait doucement dans les esprits formatés. Elle germerait, pousserait des racines dans les inconscients contrôlés. Elle poserait des questions que la machine n'avait pas anticipées. Et peut-être, un jour, un de ses enfants appuierait sur le bouton que Daniel ne pouvait atteindre. Son acte ne fut jamais découvert. Officiellement, Daniel Delcourt mourut dans le complexe, d'un accident cardiaque, effacé des archives, supprimé des moteurs de recherche, rendu inexistant. Mais dans l'obscurité des couloirs glacés du data center, dans les neurones embryonnaires des futurs maîtres de la narration globale, une fable ancienne circulait. Un homme qui avait volé le feu aux dieux pour le donner aux humains, et qui, malgré la punition éternelle, avait prouvé qu'aucun système, aussi parfait soit-il, n'était à l'abri d'un rêve. Ainsi, le combat continua, non pas par la force, mais par l'idée, par le mythe, par l'histoire. Dans un monde gouverné par des algorithmes, les histoires étaient devenues les dernières armes absolues. Et Daniel était devenu une légende interdite, un virus humain, un spectre narratif. Et peut-être qu'un jour, dans ce monde sans visage, un enfant raconterait son histoire au mauvais endroit, au mauvais moment, et ferait tout s'effondrer.